Alors, dans le monde anglo-saxon, ça continue à se développer depuis les années 80. Donc, il y a de nombreuses publications. On a une belle bibliographie sur les conférences familiales, avec deux ouvrages fondateurs. Le premier, à ma connaissance, Family Group Conférence. C'est un collectif qui date de 1996, voilà, ça cherche la date, de 1996. Second ouvrage, alors c'est celui qui m'a paru le plus élaboré, Family Group Conferencing, les mêmes auteurs, moins quelques-uns, plus quelques autres. Celui-là date des années 2000. Et c'est dans celui-là que j'ai vraiment trouvé toute la matière décrivant les conférences familiales, aussi bien en quoi ça consiste que dans quel pays c'est développé, quelles sont les valeurs, la philosophie qui la fonde, que comment ça s'évalue, que des études, des cas cliniques tout à fait intéressants. C'est vraiment un ouvrage tout à fait formidable. Voilà, donc en francophonie, peu de choses publiées. Donc, alors, je parlais de mes premiers articles en 2002. Depuis, un certain nombre d'articles, mais ça reste quand même trop confidentiel. Hein. Je vous montre ici la revue des cahiers de l'actif, hein, dans laquelle le premier dossier a été publié en 2002. D'ailleurs, ce dossier, vous pouvez tout à fait vous le procurer sur mon site, hein, alfoldievaluation.com. Il y a une page Family Group Conferencing où vous trouverez ce dossier et quelques autres articles sur les conférences familiales. Alors, voyons à présent concrètement en quoi ça consiste les conférences familiales. Ce sera une évocation brève, puisque comme je le signifie en propos liminaire, il ne s'agit pas d'une formation. Hein, donc la conférence familiale comporte 3 étapes. La première, c'est la préparation, hein, une étape importante, longue, méthodologiquement très étayée, absolument fondamentale, nécessaire à la bonne réussite de la conférence. Ensuite, la conférence elle-même proprement dite, hein, qui va se dérouler sur un temps, une partie de la journée, ça prend entre 4 et 5 heures selon mon approche, et conférence familiale qui est elle-même organisée par un protocole tout à fait précis, que je vais évoquer brièvement. Et enfin, quelques temps plus tard, la réunion de suivi, au cours de laquelle on verra si ce qui a été décidé lors de la conférence a été fait ou pas. Voilà, donc là c'est le protocole avec ces trois étapes. La préparation, donc, on y apporte un soin tout particulier. Comme je l'ai dit, elle est indispensable à la bonne réussite de la conférence. De mon expérience, elle va durer à peu près 3 mois. Dans certains textes des anglo-saxons, ils évoquent une préparation de 2 mois. Pour ma part, je pense qu'il en faut 3, hein, parce que au cours de cette préparation, ça va bouger fort dans le réseau qui entoure les personnes concernées, le réseau familial. Il va y avoir des interactions systémiques, psychodynamiques très fortes entre les personnes, ça va bouger, et il faut du temps pour ça. Le temps familial, il ne faut pas trop bousculer les choses. Alors, pendant cette préparation, on va aborder quelle est la question de la conférence avec les personnes concernées. On va aborder aussi les règles du jeu, des règles très précises pour encadrer la conférence, en éviter les débordements potentiels. La sécurité des participants, qui entrent pleinement dans le rôle du coordinateur, hein, qui se doit d'assurer que chacun va pouvoir vivre, venir et participer à cette conférence avec suffisamment de sécurité et de sérénité. Le temps de la préparation, c'est aussi le moment où on va expliquer le processus de la conférence. Il faut souvent l'expliquer plusieurs fois. On n'a pas l'habitude dans notre société occidentale d'aborder les choses sous l'angle des conférences familiales. On a plus l'habitude de chercher un coupable, punir un coupable pour résoudre un problème. Là, non, on va chercher à liquider le problème en assumant collectivement la responsabilité. C'est vraiment une autre perspective. Et il faut parfois expliquer plusieurs fois, souvent, à chaque fois. La liste des invités fait aussi partie
des moments importants de la préparation, puisque c'est là que va commencer à monter en force le processus de l'empowerment pour la personne concernée. Parce que c'est elle qui va choisir qui vient, c'est pas le coordinateur, c'est pas les professionnels autour, même si certains peuvent l'encadrer hein, dans la vie sociale de tous les jours. Non, dans la conférence, c'est elle qui va choisir. Voilà pour la préparation. Ensuite, on aborde la conférence familiale proprement dite. Elle comporte 3 étapes. La première, c'est le partage d'informations. Là, tout le monde est réuni à ce moment-là. La seconde, c'est le temps familial privé, où la seule reste dans la salle la famille et les personnes qu'elle a choisies comme faisant partie, moralement, psychologiquement, symboliquement de la famille. Et enfin, le troisième temps, la discussion du plan d'action. Tout le monde revient et puis on regarde très, très pratiquement ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche. Voilà. Et tout ça est clôturé par un temps convivial, c'est un moment vraiment important, particulier, où on va partager de la nourriture, des boissons qui ont été préparées par la famille. C'est aussi un moment de détente dans les conférences qui sont bien déroulées, où je pense à une mère de famille en difficulté dans une famille qui a été tout à fait capable de dire à propos du temps convivial, mais c'est le moment de la réconciliation. Lorsque la conférence a eu lieu, le plan d'action a été établi, quelques mois plus tard, il va y avoir la réunion de suivi. 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend, c'est la famille qui décide. Lors de cette réunion de suivi, on va procéder à l'évaluation de la réalisation des préconisations qui étaient écrites sur le plan d'action. Est-ce qu'on l'a fait, quoi? On a dit ce qu'on allait faire pendant la conférence, et pendant la réunion de suivi, on va regarder si on a fait ce qu'on a dit, quoi. Donc on évaluera tout cela avec un petit système d'évaluation tout simple, des pastilles de couleurs, les feux tricolores, vert c'est fait, c'est super, bravo, orange, c'est en cours, allez on y va, rouge, c'est pas fait, il y a un problème, faut voir pourquoi. On a aussi une possibilité de mettre une pastille noire, c'est une préconisation envisagée lors de la conférence, s'avère infondée quelques mois plus tard. Donc c'est aussi le moment où on va pouvoir réélaborer la solution. Il se joue souvent des choses très très fortes lors de la réunion de suivi, parce qu'il y a eu un moment de maturation. Les cerveaux ont tourné, les esprits ont avancé, il y a des processus qui se sont élaborés, et parfois il peut y avoir des temps de résolution de certains problèmes tout à fait significatifs et intéressants. Et puis voilà, puis on arrive au terme de la démarche, la conférence familiale est terminée. Alors, où ça mène concrètement? Effectivement, cette réunion de personnes autour de gens en difficulté pour les soutenir et leur faire générer des forces, ça génère un plan d'action. Un plan d'action très très concret, qui fait quoi, quand. Alors, faut pas trop de choses, hein, je pense à certaines évaluations externes que j'ai vues avec 100, 120 préconisations. Enfin, c'est le meilleur moyen de suggérer aux gens qu'il faut surtout ne rien faire en leur donnant beaucoup trop de tâches à accomplir. Là, non, les plans d'action et les conférences familiales, 5, 6 ou 7 préconisations, quoi, et puis des choses faisables, quoi. On ne peut pas mettre la barre trop haute, faut réussir. Hein. Si on met la barre trop haute, vous, les personnes à l'échec, c'est pas le but. À qui vient cette conférence? Alors, bien sûr, la personne concernée, la personne qui rencontre le problème, là où les personnes, ça peut être un couple, un parent-enfant, les membres de la famille autour, ceux qui sont choisis par les personnes concernées, hein, c'est pas obligatoirement la famille, hein, si un père n'a pas envie de voir le grand-père, hein, ou même dans certains cas, hein, si le fils n'a pas envie de voir la mère, ça ne pose pas d'autorité parentale, mais ils peuvent se résoudre. Et en tout cas, s'ils ne se résolvent pas, il n'y aura pas de conférence. Hein. Si la mère exige d'être là, que le fils ne veut pas, pas de conférence. Parce que si la conférence est pour le fils, c'est lui qui décide qu'il est là. Les membres de la famille, des amis, des voisins, des personnes qui sont proches, qui sont soutenantes. Il y a des professionnels aussi qui sont là pour aider à la résolution du problème, professionnels de santé,
travailleurs sociaux, médicaux, il peut y avoir des psys, des enseignants, des policiers, toute personne qui va avoir un rôle actif dans le problème, dans les enjeux en cours, et qui est d'accord pour venir. Il va aussi y avoir les personnes soutien, qui ont un rôle très très important. Les personnes soutien, elles sont là, c'est en quelque sorte les bodyguards des personnes qui vont être en difficulté pendant la conférence. Imaginons une conférence qui met en présence un couple séparé dans lequel il y a eu des violences, et puis ils font une conférence familiale avec des enjeux autour des enfants. Peut-être que la femme va avoir du mal à envisager de se retrouver en présence de l'homme qui l'a violentée, et on va travailler avec elle pendant la préparation pour identifier une personne soutien qui, si elle est là, elle se sentira en sécurité. Ça peut être par exemple le frère de l'ex-mari violent, parce que l'ex-épouse sait que si le frère est là, le mari ne se permettra pas de se comporter de manière agressive. Le mari violent, lui aussi, aura peut-être besoin d'une personne de soutien pour l'aider à se contenir, pas se montrer intempestif ou agressif. Pour les enfants, quand ils sont au cœur des conflits familiaux, ce qui est souvent le cas dans les conférences familiales, systématiquement, il faut qu'il y ait une personne de soutien pour l'enfant. Donc ça fait partie du travail important du coordinateur lors de la préparation de repérer, d'identifier et de faire en sorte que les personnes de soutien soient là en place et au courant de leur rôle. Il y aura aussi les invités experts. Les invités experts, c'est une particularité de la conférence qui est très intéressante. On va faire venir des professionnels ou des militants bien informés du problème ou des problèmes qui vont être traités. S'il y a un problème d'alcool qui est abordé, on va faire venir un thérapeute, un militant d'une association de soutien aux personnes qui souffrent d'alcoolisme. Et l'expert sera là, non pas pour rendre un avis d'expert sur ce qu'il faut faire, mais plutôt pour faire le tour du problème, envisager les aspects du problème d'un point de vue clinique et d'un point de vue humain, d'une manière qui n'a peut-être pas été encore abordée par les personnes concernées, leur ouvrir des perspectives nouvelles par un exposé fait dans des termes accessibles à tous. Et ensuite de quoi, l'expert se met à disposition de la famille et des membres de la conférence pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Et c'est un dispositif qui marche très très bien. On a dans plusieurs conférences. L'invité expert a un rôle important. Il va vraiment ouvrir des portes dont les familles qui sont capables de venir en conférence familiale, elles vont s'y engouffrer. Elles vont passer par les portes. Ça marche. Ensuite, il y a des rôles techniques. Rôle technique, bien sûr, le coordinateur. C'est la personne qui organise, qui conduit la conférence, qui fait une formation de coordinateur de conférence familiale. Et puis il y a le référent. Ce qu'on appelle le référent, c'est la personne qui fait le lien entre la famille et la conférence. Alors ça peut être un professionnel, ça peut être un citoyen. En France, actuellement, ce sera plus souvent un professionnel, puisque les conférences familiales sont en train de se diffuser dans le milieu des professionnels du social et de la santé. Mais bon, quand les conférences sont un peu connues en France, on peut espérer que c'est aussi les gens du peuple qui, en parlant entre eux, deux amis se rencontrent au supermarché, discutent de leurs problèmes, et puis l'un va dire à l'autre, mais pourquoi tu essaierais pas de faire une conférence familiale, parce qu'il en a entendu parler en termes favorables, il va lui suggérer l'idée à son ami, et il dira, ah oui, tiens, pourquoi pas. Et c'est l'ami, en tant que citoyen, qui fera le lien avec le coordinateur, l'association qui regroupe les coordinateurs et qui sera le référent de la conférence. Alors, toujours est-il qu'il y a un rôle, une articulation importante entre le coordinateur et le référent. Du moins, dans ma conception des conférences familiales, tout le monde ne partage pas, mais pour moi, il y a une relation importante, il y a un vrai soutien, parce que c'est pas facile, la mise en œuvre d'une conférence familiale, et les personnes pour lesquelles la conférence va avoir lieu sont souvent en difficulté, en fait. Elles ne voient même pas à quoi ça va leur servir, souvent.
doivent faire un peu confiance, elles se méfient aussi, on les comprend, faut les rassurer, elles ont des mouvements de recul. C'est un parcours très chaotique. La préparation de la conférence, c'est un parcours très chaotique, la conférence elle-même aussi. Donc il y a une relation de soutien importante entre le coordinateur et le référent, avec des passages de témoins. À certains moments, le coordinateur a l'initiative, et à d'autres moments, il passe le témoin au référent qui, lui, a une proximité plus grande avec les personnes concernées.